Nous avons vu fonctionner la Société des gens de lettres au quotidien, mais en 180 ans, il y a eu aussi des périodes de tourmente et cette sixième station sera consacrée à ces moments un peu exceptionnels de la Société des gens de lettres. En 180 ans, elle a traversé trois guerres et deux révolutions, la Commune et mai 68, des périodes où les consciences sont tiraillées entre des devoirs contradictoires, où le comité est divisé, des périodes qui ne sont pas toujours faciles et dont il faut quand même se tirer. Lors de la guerre de 1870, l'ensemble de la France est dans un patriotisme exacerbé et la Société des gens de lettres est en phase avec la société. Elle organise deux lectures des châtiments de Victor Hugo et avec bien entendu l'autorisation de Victor Hugo qui vient de rentrer d'exil, les droits sont reversés intégralement à un fondeur qui va fondre deux canons pour la défense de Paris. Le reliquat sera d'ailleurs employé à aider les blessés de guerre. La commune, un petit peu plus difficile, là il y a des divisions au sein du comité, mais elle se passe en aidant prioritairement les écrivains, en les aidant contre les communards durant la commune, contre les Versaillais lorsque la commune est renversée, et c'est toujours le sort des écrivains que l'on a eu devant nous. Pendant la guerre de 1914-1918, la Société des gens de lettres est au fait de sa puissance et de sa notoriété. Elle va organiser la vie littéraire durant la guerre. Les écrivains et la Société des gens de lettres vont proposer que les feuilletons soient publiés gratuitement dans les journaux du front. La Société des gens de lettres aura d'ailleurs son propre journal du front, le bulletin des écrivains, dont vous avez un exemplaire ici. Les plus grands noms de la littérature mondiale, Apollinaire, Kipling, Ungaretti, Bergson, vont fournir gratuitement des articles pour les écrivains engagés sur le front. Malheureusement, ce sont souvent des articles nécrologiques. Et nous allons publier dans ce bulletin, bien entendu, les poèmes que les écrivains nous envoient du front. Françoise Henry va vous lire un poème qui nous a été envoyé par Gabriel Tristan Franconi, une ritournelle du caporal de France, qui est ici dans sa version manuscrite. Et à la page suivante, nous avons, hélas, l'acte de décès de Gabriel Tristan Franconi, qui est reproduit ici. La ritournelle du caporal de France. Un soir je mourrai, caporal de France, et les maréchaux parés de fleurs d'or, me voyant, si jeune, aimer la souffrance, secrètement jaloux, envieront cette mort. Sous l'invincible coup d'un inflexible sort, un soir, je mourrai caporal de France. Maraîchers ou marlous, des halles adorées, fantassins dont les yeux ingénus sont un charme, les durs gars qui mourront, ceux jadis enterrés, chaque printemps nouveau sauront joindre leurs larmes pour que soit regretté l'affectueux tyran qui leur servait le rhum et la soupe en jurant. Puisse me survivre, errante espérance, Fernand d'Ivoire, André Salmon, Gaston Picard, bouquet d'amis choisis parmi tant de fleurs chères, Hurvilleur qui m'offrit or, tabacs et pinards, attardez en vos cœurs ma romance légère, si je meurs un soir, caporal de France. Feuilleter les deux tomes de ce bulletin est toujours extrêmement émouvant. On y a collé aussi des lettres retournées du front avec l'auteur n'a pas pu être atteint. Il a été malheureusement atteint par d'autres moyens. À la sortie de la guerre,
lors de la conclusion du traité de paix, le gouvernement va nous demander quelles mesures la Société des gens de lettres souhaite introduire dans la rédaction du traité de paix. Et nous demandons à ce que les vaincus soient obligés de signer la fameuse Convention de Berne qui règle depuis 1886 le droit d'auteur, ce qu'ils ont fait. On a demandé aussi, mais on n'a pas pu l'imposer, que les Alliés la signent. Les Américains mettront 50 ans à la signer, mais cela prouve déjà combien la Société des gens de lettres a son rôle à jouer et sa place dans les rouages de l'État. Durant la guerre de 1939-1945, les choses sont un petit peu plus difficiles. Il y a une occupation qui se passe plutôt mal, et le comité est extrêmement divisé. Il y a au sein du comité de vrais, d'authentiques résistants comme Marcel Priolet ou Simone Sinclair. Il y a une grande majorité plutôt silencieuse qui aimerait bien que les choses continuent comme avant, mais qui fait plutôt profil bas et qui prêche la neutralité. Et puis, il y a ceux qui doivent faire tourner la boutique à une époque où on ne peut pas faire tourner la boutique sans s'occuper des ordres qui sont donnés. Donc oui, il y a une période qui est un peu sombre pour la Société des gens de lettres, mais qui fait partie de notre histoire. On a essayé de faire au mieux dans l'intérêt des écrivains, et notamment, on a réussi à ce que les écrivains qui étaient en zone libre, et surtout les résistants qui étaient en zone libre, puissent toucher leur droit d'auteur en créant un bureau à Lyon. Et on a longtemps résisté, pendant un an en tout cas, à appliquer les lois anti-juives qui ont été votées et que toutes les sociétés d'auteurs devaient voter. Pendant un an, on a tout simplement republié la liste des auteurs et des romans publiables de l'année précédente, en la mettant à jour. Bien entendu, ça ne peut durer qu'un an. Après, l'occupant s'en est rendu compte et nous avons été obligés d'appliquer la législation en cours ou de cesser nos activités. Le président de l'époque, qui n'était pas un collaborateur en soi, mais qui est obligé de collaborer au nom de la Société des gens de lettres, a fait des voyages à Vichy et à Berlin qui lui seront reprochés. Il y a eu un comité d'épuration. Que pensaient de tout cela les résistants qui étaient à la Société des gens de lettres, qui étaient au comité? Eh bien, curieusement, ils ont pris la défense de leurs confrères, curieusement, peut-être pas. Je vous propose d'entendre le témoignage de Simone Sinclair, Simone Leplat, de son vrai nom, qui a été, bien entendu, écrivain, secrétaire du comité et résistante de la première heure. Elle a dirigé à Paris le réseau Mithridate et elle témoigne du fait que les informations qu'elle parvenait à obtenir au comité de la Société des gens de lettres étaient finalement très intéressantes pour les alliés ou les résistants auxquels elle pouvait les transmettre. Voici ce qu'elle en dit dans un entretien. Mes fonctions avaient consisté pendant ces derniers mois à ne donner que des renseignements. Parfois, c'était une quête un peu hasardeuse. Parfois, cela consistait simplement à écouter ce que se disait à droite et à gauche, aussi bien dans une file interminable où l'on bavardait en faisant la queue devant les magasins d'alimentation, qu'à la Société des gens de lettres. Je faisais déjà partie du comité. Nous nous réunissions chaque semaine autour d'un tapis vert. 23 hommes et une femme. Certains étaient animés de l'esprit de résistance. D'autres se voulaient neutres. D'autres, enfin, une minorité, il faut le souligner, sans collaborer, continuaient à mener une existence qui leur permettait de connaître bien des choses. Plusieurs allaient et venaient, racontaient des histoires. Vous savez, ils ont mis des bombes sous ce pont.
ils ont fait sauter tel endroit, dans telle région ils ont des troupes, et ainsi de suite. Merci Françoise. Une période donc que l'on passe au service des écrivains, tant bien que mal. En 1968, lors de la révolution culturelle de 1968, la Société des gens de lettres voit l'hôtel de Massa, qu'elle occupe depuis une cinquantaine d'années, envahi par des écrivains un peu plus survoltés et qui vont y fonder une union des écrivains. Avec le recul, il faut bien reconnaître que les grands noms de cette union des écrivains sont souvent beaucoup plus connus que les auteurs du comité de l'époque. Butor a occupé l'hôtel de Massa, Nathalie Sarraute a occupé l'hôtel de Massa, Jean Desvigneaux, Jean-Pierre Fey, Guillevic. Donc là-bas, même si à l'époque on a un peu grogné, la cohabitation n'a pas été facile, il faut bien reconnaître que ce sont des grands noms qui ont occupé l'hôtel de Massa. Pour évoquer cette période, je vous ai amené une photo de presse de l'époque dans laquelle l'Union des écrivains tend la banderole sur le portail de l'hôtel de Massa et quelques panneaux qui ont réaffecté les bureaux de la Société des gens de lettres et qui ont parfois été arrachés par les membres du comité de façon un peu virulente, notamment celui de la commission idéologique qui est très d'époque. Voilà, la Société des gens de lettres a aussi traversé mai 68 et depuis, comme elle n'est plus société de perception, qu'elle s'est recentrée sur la culture, le juridique, le social, d'autres types d'écrivains, d'autres catégories d'écrivains ont pris la relève et continuent à porter un peu haut sa voix. Voilà pour cette visite de la Société des gens de lettres depuis son origine jusqu'à nos jours.